les présente tout de suite. Vous allez les reconnaître de toute façon. Sheila Copps, ex-ministre libérale et ancienne vice-première ministre du Québec. Daniel Bernier, ancien chef de cabinet de la conservatrice Rona Ambrose. Richard Nadeau, ex-député du Bloc québécois. Et Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci, bon retour. Merci d'être avec nous ce soir. On va commencer avec vous, Daniel. On va parler de stratégie. Je veux vous entendre sur la stratégie des partis aujourd'hui. La réaction la plus véhémente à ce discours du trône, elle est venue de Andrew Scheer, les conservateurs. Bon, il a dit que c'était une insulte aux gens de l'Ouest. Il a été très négatif. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de réponse de M. Scheer à ce discours du trône? Je ne pense pas que tu as besoin de répondre d'une manière très dure par rapport à ce discours-là, mais il y a une chose qui est très importante. Oui. C'est que c'est un discours du trône qui est dans la continuité. On a presque un discours du trône qui nous dit qu'on a presque un gouvernement majoritaire. Puis comme Pablo Rodriguez disait, bien, on va aller au cas par cas pour être capable de faire avancer les dossiers qu'on a besoin avec le parti qu'on a besoin pour le supporter. Que ce soit au niveau des changements climatiques, on va aller chercher les Verts et le NPD. Si c'est une baisse d'impôts, les conservateurs vont être là, peut-être que le Bloc sera là. Mais c'est surtout ce qui n'a pas été dit, je pense, qui a fâché M. Scheer, qui est de l'Ouest. Ouais. Dans l'Ouest aussi, il y aurait peut-être une réaction par rapport à ça. C'est qu'on ne parle pas du tout, on n'a pas aucune reconnaissance des disparités, des différences régionales. Puis ça va au cœur de toute la discussion sur l'unité canadienne, qui est quand même présentement assez shakée, si on peut dire. Là. Mais vous pensez que c'était la bonne façon de réagir? Je pense que c'est un peu dur pour rien, mais il représente très clairement la rancœur des gens de l'Ouest. Ça, il n'y a aucun doute là. Bien, il y a du doute, parce que le maire de Vancouver dit qu'il n'est pas dans la même bataille. Et la plus grande province dans l'Ouest canadien actuellement, c'est la Colombie-Britannique, qui ne prend pas les mêmes positions que M. Scheer en Alberta et en Saskatchewan. Oui, mais la Colombie-Britannique, c'est un arc-en-ciel au niveau non, mais du vous avez dit l'Ouest, mais ce n'est pas l'Ouest. Ben, c'est des prairies. C'est des prairies, mais il y a une grosse différence. Parce que la province la plus environnementaliste au Canada, c'est la Colombie-Britannique. Et on ne peut pas mettre tout dans le même berceau en disant que... Mettre les gens de l'Ouest dans le même panier. Oui, c'est ça, parce que le problème de pétrole en Alberta, le plus gros protesteur, c'est les gens de la Colombie-Britannique. Alors, il n'y a pas une convergence de perspective par rapport au pétrole. Donc, il y a des nuances à apporter dans la réaction à l'absence de pipeline et de pétrole dans le discours du trône. Richard, du Bloc québécois, ancien député du Bloc québécois, on se demandait quelle place allait prendre le Québec dans ce discours du trône. Bien, écoutez, je pense que les libéraux ont réussi un test aujourd'hui. Oui. Ils ont présenté un discours du trône centre-gauche. Pour s'assurer que dans les prochains mois, peut-être les 2 prochaines années, on verra, qu'ils puissent aller chercher effectivement sur certains projets de loi l'appui, surtout qui répond au programme des libéraux. Tantôt les Verts, les NPD, le Bloc, tantôt 2 des 3, etc., pour être capable de se préparer à une prochaine campagne électorale. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les partis, et en particulier le Parti libéral qui est présentement au pouvoir, mais qui est minoritaire, a un but, c'est d'être majoritaire. Il va compter ses billes, il va faire en sorte de faire avancer ses projets, et il a fait un discours du trône qui va lui garantir, à mon avis, une acceptation majoritaire de la Chambre. Et si on enlève les conservateurs, ils sont majoritaires là, à cet égard-là. Qu'est-ce que vous avez pensé du ton d'Yves-François Blanchet? Parce qu'il veut que le ton de cette législature soit positif. On l'a senti encore aujourd'hui dans la modération. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je pense que c'est une bonne stratégie. Le Bloc québécois va y aller comme on l'a toujours fait au cas par cas. Si on est d'accord, on vote pour. Si on est contre, on amène des amendements. Si les amendements ne passent pas, on votera contre. Joël Denis disait il y a un instant, le Bloc va choisir ses batailles. Effectivement. C'est exactement ça. Oui. Farouk, NPD, vraiment, la réaction a été surprenante du chef M. Singh parce que les premières analyses disaient que c'est comme si on avait écrit un discours pour le NPD. C'est comme si les libéraux avaient voulu plaire d'abord et avant tout au NPD. Finalement, le NPD dit qu'il n'est pas satisfait, que ce n'est pas assez précis, qu'il n'y en a pas assez. On se demande, qu'est-ce qui va finalement satisfaire M. Scheer? Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie de réponse à ce discours? Bien, je crois qu'il faut le voir. Richard met la table très bien. C'est-à-dire qu'il faut voir les prochains mois dans une optique de préparation électorale et à qui tu t'adresses pour essayer d'aller gagner plus de votes. Une fois que le Bloc, M. Blanchet, sort et dit « Moi, je vais appuyer M. Trudeau et ce discours-là », ça dédouane le NPD et il peut
en demander plus Ouais. pour plaire à son électorat et à la partie progressiste de l'électorat libéral qui peut-être désirait que les libéraux vont plus loin. Et c'est ça, je crois, la stratégie de M. derrière Singh, la c'est réponse du c'est NPD. dans son univers, il faut qu'il pousse un peu plus loin. Il faut qu'éventuellement, il gagne du crédit à aller chercher un gain pour qu'il puisse dire à son électorat, c'est utile de voter pour moi. Et c'est pour ça qu'il se positionne. Le positionnement de Blanchet, qui, je crois, est surprenant là, de sortir aussi vite et de dire j'appuie M. Trudeau. Bon, c'est leur stratégie, mais ça permet au NPD de faire ça. D'autant plus que certains diraient, mais une fois que le Bloc appuie M. Trudeau, le NPD n'a plus de pouvoir de négociation. Les libéraux n'ont plus besoin de travailler avec le NPD, au moins à court terme là-dessus. Ce qui est vrai. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que autant les libéraux et autant le Bloc, cette cohabitation-là, pour leur électorat, n'est pas à moyen terme quelque chose de pertinent parce que dans le reste du pays, les gens vont dire « Ah, vous avez l'appui des mauvais séparatistes pour vous maintenir au pouvoir. » Et au Québec, l'électorat du Bloc pourrait dire « Bien, comment ça, vous appuyez le multiculturaliste centralisateur à Trudeau? » Et cette cohabitation-là, elle n'est pas à moyen terme viable. La seule cohabitation qui pourrait être viable éventuellement pour les libéraux, c'est de travailler avec la NPD. Et c'est ça la stratégie, je crois. Sheila, j'aimerais vous entendre justement sur la cohabitation entre les libéraux et le Bloc québécois. Farouk disait se maintenir au pouvoir avec un parti séparatiste. C'est ce que vous en pensez? Je pense pas que ce qui est intéressant dans la politique, c'est que les gens sont plus intéressés aux choses qui leur touchent. Alors, par rapport aux cohabitations entre les libéraux et le Bloc, ça ne gêne pas à l'extérieur du Québec. Ça peut très bien gêner au Québec, mais à l'extérieur du Québec, ça ne fera pas sur les conditions précises. Maintenant, je pense que ça reflète aussi la viabilité politique de la population. 76 % ont appuyé un projet de loi sur les changements climatiques, etc. Ça reflète un peu le centre-gauche du Canada. Et ils essaient évidemment de se mettre dans une position pour faire des gains dans le brevet pharmaceutique, pour faire des gains dans les maisons abordables, pour faire des gains dans les taxes. Et aussi dans les actions climatiques, pour aller dans 2 ans à la population pour dire, voilà, on a rencontré nos promesses et on veut avoir votre appui majoritaire. C'est pas une mauvaise stratégie. Bon, vous dites, Sheila, ce qui compte, c'est ce qui résonne chez les Canadiens, d'abord et avant tout, c'est ça. Est-ce que ce discours-là, aujourd'hui, c'était d'abord et avant tout, Daniel, un discours stratégique où il y en avait justement pour toucher directement les Canadiens? Pour faire la différence chez les Canadiens, il y avait quand même des mesures, plusieurs mesures. Oui, mais c'est sûr qu'il y a un aspect stratégique derrière le discours aussi qui est très électoraliste. Fait que c'est sûr que le calcul des libéraux, c'est on s'en va vers le centre-gauche, comme on disait, puis on essaye de reprendre le terrain, de continuer à prendre le terrain où on n'a pas fait les gains qu'on espérait faire, comme au Québec puis dans d'autres régions. Mais il ne faut pas oublier que déjà, on pèle par en avant. Les cibles de 2030 au niveau des changements climatiques, on n'a même pas entendu parler dans le discours. Là, maintenant, on parle des cibles de zéro émission pour 2050. Puis après ça, entre-temps, on met quelques programmes qu'on appelle pour faire plaisir aux consommateurs. On met quelques programmes sur l'achat de véhicules hybrides, on met quelques programmes sur les rénovations au niveau des maisons, tout ça, puis on met ça dans le discours du trône. Puis normalement, le discours du trône, c'est l'alignement d'un gouvernement sur les grands enjeux. Oui, les grandes priorités. Puis on n'entend presque rien parler de ça, sur les grands enjeux au niveau de développement. Plus ce genre de choses qu'on retrouve dans les budgets, finalement. Exactement. Ouais. Fait que c'est quand même très électoraliste. Bien, je ne peux pas être autrement que d'être d'accord. C'est ce que je disais tantôt. C'est une volonté du gouvernement actuel de s'assurer de faire des pas vers l'avant et de démontrer son bilan comme quoi qu'il peut réussir des choses, même s'il est minoritaire. Et pour ce faire, il a besoin de l'appui de l'opposition. Et il va aller chercher l'appui qui, dans certains domaines, que ce soit la gestion de l'offre, que ce soit l'environnement. Puis encore là, il y a des contradictions dans les mœurs. Là. On veut aller très fort, le mot qu'on a, des luttes robustes vers l'environnement, tout en disant qu'on veut s'assurer d'acheminer des ressources vers d'autres marchés.
Bon, ça veut dire quoi, cela? On va acheminer du pétrole ailleurs, puis on va travailler très fort. Ça veut dire qu'on est mieux d'acheter le pétrole ici que de l'Arabie saoudite. Oui, mais ça n'a pas été dit. Mais on se comprend. C'est pas dans le discours du trône qu'ils vont dire ça. Non, mais il y a cet aspect-là à l'intérieur de ça. l'environnement. Il va y avoir des choses en cours de route où il va y avoir des clivages qui vont se présenter. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils vont aller patiner sur cette patinoire-là à ce moment-là ou qu'ils vont le mettre de côté pour attendre d'être majoritaire sur certains aspects, si majoritaire deviennent un jour? Mais ce qui est intéressant, le premier projet de loi qu'ils vont proposer, c'est une baisse d'impôts pour la classe moyenne. Et ça, c'est pour aller directement à la recherche de l'appui des conservateurs. Alors, ils sont dans une position, ils peuvent vraiment pêcher dans plusieurs étangs pour avoir des résultats. À la fin, les gens vont dire, bien, les libéraux sont là, ils peuvent coopérer. M. Trudeau s'est retiré un petit peu du visage public depuis un mois parce qu'il était trop dans le média. Il a mis davantage de l'avant son entourage. Et ses équipes ministérielles, qui n'était pas le cas avant l'élection. C'était Trudeau, alors que maintenant, il se prend un peu donner la place aux autres. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand parti politique qui s'opposerait à des baisses d'impôts de toute manière. Non, je sais, mais quand même, c'est quand même un signal Hein? qu'ils veulent travailler avec les conservateurs qui va calmer la population parce que la population veut que tous les partis travaillent ensemble. Bien que sur leur projet précis, peut-être ils ne le veulent pas. Mais qu'est-ce qu'on pense du fait que le Trans Mountain, par exemple, n'est même pas mentionné dans le discours du trône, que tu as un dossier chaud, justement, entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, non, tu mentionnais tantôt. C'était mentionné dans le domaine... C'est stratégique. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Bien, moi, ce que je vois, c'est que, pour faire simple, 60 des Canadiens sont progressistes, 40 sont conservateurs. Pour faire simple. Ça a été dit ce soir. 34. Ben, mettons qu'ils ont un plafond de 40. Ça, c'est un problème chez eux, d'ailleurs. D'où les problèmes de Scheer. Mais dans ce 60-là, c'est réparti entre le NPD, le Bloc, les libéraux, puis 40, les conservateurs. C'est pour faire simple. Mais pour la prochaine élection, M. Trudeau doit satisfaire le maximum de ce 60%-là. C'est ça son objectif. Fait que c'est vrai qu'il peut aller piger chez les conservateurs pour avoir des appuis, mais à la prochaine élection, s'il a été appuyé trop de fois par les conservateurs, il va se le faire dire à l'électorat par les partis progressistes que vous êtes maintenus au pouvoir par un parti conservateur. Fait qu'il faudra faire attention. Évidemment, c'est l'avenir qui va nous dire tout ça, si ça va se concrétiser. On verra aussi combien de temps va durer ce gouvernement libéral minoritaire. Farouk, Richard, Daniel, Sheila, merci beaucoup Merci. d'avoir...